on est de retour sur le plateau du ZCL. C'était mon mot d'ordre. Pour que tout le monde se taise. Le plateau est tellement plein, mon Dieu. Alors, on a du beau monde aujourd'hui. On a Florence Napri, Stargy. Ils sont là pour nous parler de Rebelle et la Bête, donc, qui aura lieu ce spectacle le 3 et le 4 octobre. Mais il y a un after, un before. Il y a une before, donc on va en parler. C'est ce qu'elle me disait tout à l'heure. On recevra ensuite, alors pas forcément dans l'ordre de, comme je le dis, Diolo qui est là pour nous parler avec sa chronique et d'Amiso du génétique égyptien et de la langue dite créole. Et avec Sadji, on parlera d'handicap invisible, de comment mieux comprendre et accompagner. Et avec José, il sera question d'aliture. Donc, on va aller à la rencontre de ses œuvres dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Donc, on a un plateau d'excellence, n'est-ce pas? Comme d'habitude aux ZCL. C'est pour ça que vous regardez cette émission. Et donc, on va commencer tout de suite avec Stargy et Florence. On a appris une nouvelle création qui est présentée à l'Archipel, enfin. C'est ça, enfin. Enfin, le enfin était important. Donc, né d'un podcast, en fait, ce spectacle, il parle de musique, il parle de théâtre et il explore différentes complexités de relations entre hommes et femmes avec les violences qui sont quand même au centre, on va dire, malheureusement. Et vous êtes là tous les deux pour nous parler de ce spectacle. Pourquoi avoir transformé le podcast en spectacle déjà? Le podcast Rebelle et la Bête sort en 2020. À 7 ans, à ce moment-là, j'ai très envie de parler, de faire mon MeToo ou mon balance ton port à moi. Puisqu'il me semble qu'en Guadeloupe, nous pas dit on l'obite ainsi ces questions-là, ça se fait beaucoup aux États-Unis, ça se fait beaucoup en France, et nous, on reste très tranquille alors qu'on est très concernés. Et j'ai eu l'impression que ouvrir ma bouche sur ces questions-là pouvait amener d'autres à faire de même. Bon, 5 ans plus tard, il me semble qu'on entend beaucoup plus de choses. Beaucoup. C'est encore d'actualité. Voilà, très présent. Mais ça veut surtout dire qu'il y a plein de choses à régler et qu'il faut absolument qu'on se penche sur ces questions. 2025, et ça fait à peu près un tout petit peu moins de 4 ans qu'on travaille de façon acharnée sur cette question, Stargy et moi, on s'est dit qu'on pouvait encore parler de ça différemment. C'est pas du tout... Rebelle et la Bête, le spectacle, n'est pas une adaptation du podcast. C'est une autre façon d'explorer les rapports entre les hommes et les femmes, effectivement, dans ce qu'ils ont de violent. Et on revient au divertissement, on revient au plaisir, parce que sur scène, on va s'éclater, je vous le garantis. D'accord. Il y a de la musique, il y a de la danse, il y a du théâtre, enfin, il y a vraiment de la comédie, du jeu. On va passer un excellent moment, mais effectivement, pour se pencher sur les rapports qu'on a les uns avec les autres et en essayant de voir dans quelle mesure on peut les apaiser. Je pense qu'on mérite bien ça. Apaiser les relations, on en parle justement à travers ce spectacle, mais il y a une histoire d'amour quand même, entre les deux. Et on va parler à travers ce fil de la société et on a parlé de la violence conjugale. Alors, il intervient comment, Stargy? En fait, un peu sur la genèse du spectacle. Au départ, quand j'ai rencontré Florence en 2022, je lui ai dit « Tu as trop d'énergie. » Comme les gens voient Florence, c'est comme ça qu'elle est au quotidien. Tu es sous-exploité. Donc, il faut que tu aies quelque chose à la hauteur de ton énergie. Et j'ai trouvé que dans la peau de Mano, montrait déjà un peu son approche artistique et plus que simplement chanter les chansons. Il y a vraiment un discours, il y a vraiment un propos, il y a vraiment une scénographie. Je lui ai dit, on va faire un spectacle extraordinaire, on va appeler le Flow Show. Elle a dit, oui, ça me plaît, on a commencé à travailler les chansons. Et un jour, elle est arrivée, elle m'a dit, non, c'est Rebelle et la Bête qu'on va faire, le spectacle. J'ai fait, elle est arrivée comme ça, avec l'idée. Dans le pur divertissement. Et là, en fait, on va parler. Et tout le challenge pour moi, c'est de voir comment elle arrive à écrire une pièce où on arrive à avoir du plaisir, à avoir de la joie, à avoir de l'humour et en même temps parler de ces questions sérieuses. Et je trouve qu'elle a vraiment réussi ce pari-là. Et comment j'interviens? Il y a 2 personnages principaux. Yaline et moi, Fémi. Et Yaline est folle amoureuse de Fémi. Et à partir de là... Tout part de là. Et tout part de là, c'est la source. Et donc, il y a de la musique, de la danse, du slam, du rap, du théâtre. Avec, mon Dieu, c'est un concept store. Et des goodies, du merchandising, des t-shirts, des affiches, des éventails, des carnets. Une distribution de fou, Timalo, Mimi Naziste, là, enfin, c'est hyper dense. Comment vous arrivez à gérer tout ça? Alors, on prend la casquette de producteur à ce moment-là. Ça, c'est vraiment compliqué.
C'est vraiment très difficile parce que c'est complexe, plus que compliqué, c'est très complexe. Il faut gérer ceci, cela, tout en même temps, à deux principalement. Alors on a des soutiens, des super soutiens, on est ravis de les avoir, mais en gros, tout repose sur nos épaules. Donc moi, ça me plaît de pouvoir dire qu'on arrive à mener une si grosse machine en étant ces deux personnes-là, mais ça me dit aussi, ça me rappelle aussi pourquoi est-ce qu'on s'engage dans les combats qu'on mène autour de l'art et de la culture, parce qu'il faut qu'on puisse avoir des structures qui nous accompagnent pour qu'on puisse aller beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on a, qu'on arrive à faire. Excuse-moi, je t'ai coupé. Le spectacle n'aurait jamais pu avoir lieu sans l'Archipel. C'est sûr. C'est l'Archipel qui est le partenaire principal, 50-50. Donc l'aventure, l'Archipel met à notre disposition beaucoup de ressources pour nous permettre de faire ça. Depuis l'an dernier, le spectacle devait avoir lieu, mais ils nous ont quand même donné une résidence de 5 jours. Ce que je découvre, moi je viens de l'univers du rap où c'est mal rendez-vous à 7h, on monte sur scène à 7h30 à faire des résidences. C'est un autre univers. C'est un autre univers. C'est une belle évolution en même temps, c'est bien. Et une résidence comme ça, ça coûte énormément. Ça coûte énormément. Là, ce sera la 4e. Et grâce à l'Archipel, on peut faire ça. Et c'est pour ça aussi qu'on savait que sans l'Archipel, on aurait eu beaucoup, beaucoup de mal à le faire. Mais le reste des choses à mettre en place, c'est énorme. Le multicasquette, là, il est affolant. Il est affolant. Alors, il y a aussi des espaces de parole, des espaces d'action en dehors du spectacle. Il y a autre chose, en fait. Alors, le spectacle, c'est comme si c'est une pierre angulaire. C'est un prétexte pour parler de tout ça, en joie, en paillettes, en tout bitin. Enfin, il reste le non du truc. Il faut nous parler et il faut nous manger. C'est ça qui importe le plus. L'année dernière, j'ai passé beaucoup de temps avec... on a passé beaucoup de temps avec les élèves de Carano, la classe de musique. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps de mon côté avec les élèves de Massabielle, une classe de seconde, la seconde 1, en cours de lettres avec Madame Tarrer. Et l'idée, c'était, avec les élèves de Carano, qu'ils élaborent de la musique. Donc, ils ont créé 5 titres autour de ces questions. On en a beaucoup parlé, on a décortiqué pas mal de choses. Et eux, ils ont créé de la musique. Et avec ceux de Massabielle, pareil, on a décortiqué ces questions. Et à la fin, ils ont sorti un recueil de textes littéraires, des poèmes, des réflexions, tout ça de leur cru. Parce que je n'admets pas l'idée qu'on arrive en sachant les questions de violence se règlent comme si ça concerne ça, alors qu'en vrai, ça nous concerne tous et que les jeunes... solutions collectives. Voilà, je pense que les jeunes doivent s'en emparer le plus tôt possible et c'était une façon de leur proposer de le faire. Merci. Alors, rendez-vous le 3 et le 4, mais il y a un before. Yeah. Donc alors, dimanche, on en parle rapidement. Une idée folle. J'ai appelé Lisa, on dira simplement ça, j'ai appelé Lisa pour lui dire est-ce que Canal 10 accepterait de nous prêter l'antenne dimanche 28 de 10h à 14h et qu'on fasse une émission spéciale pour les auditeurs, les téléspectateurs, où on va rentrer dans les coulisses de Rebelle et la Bête. On va performer en live des titres inédits issus de la pièce. On va recevoir toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ça. Il y aura des jeux, des cadeaux, des places à gagner, bien sûr, et plus encore. Et donc, encore merci à Canal 10 pour cette opportunité. Donc, dimanche 28, vous saurez tout sur Rebelle et la Bête, le spectacle, en direct du Café Papier. Merci à toute l'équipe de production, ANI, Patrice, qui nous soutiennent. Et c'est vraiment, c'est ça du soutien. Là, c'est du pur soutien de la part de Canal 10. Et la télé du peuple, hein, on veut... Ouais, c'est ça. Donc, il faut s'organiser dimanche à partir de 10h. 10h, d'accord. Je prends note sur mon agenda, n'est-ce pas? Merci en tout cas et bonne poursuite. Hein. On vous attend le 3, le 4 et après j'espère qu'il y en aura d'autres dates. On espère aussi. Voilà. Ça n'est que le début d'une aventure extraordinaire. Merci beaucoup. On va aller directement auprès de Sadji parler de handicap invisible. Donc on rappelle que 80% des situations de handicap sont avec des impacts quotidiens pour la vie des personnes, à la fois professionnelles et personnellement. Et donc, Sadji Tramis de Satra Consulting est là pour nous parler de ce sujet essentiel. Déjà, qu'est-ce que c'est un handicap invisible ? Alors, bonjour tout le monde. Le handicap invisible recouvre diverses situations. On a des maladies, c'est pas exhaustif, hein, mais on a des maladies chroniques invalidantes comme le diabète, la sclérose en plaques, l'asthme sévère. On a aussi des troubles psychiques, on a la dépression,
On a le trouble de l'anxiété, bien entendu, il y a aussi des troubles cognitifs, des troubles sensoriels. Alors, quand je dis troubles sensoriels, puisqu'on est dans le handicap invisible, on a des surdités partielles, c'est-à-dire que nous pas qu'à vrai que mon a ni un problème forcément, il pas ni un appareil ou bien il pas ni, mais il y a une surdité partielle. Et à ce moment-là, il y a une attention particulière à avoir. Il y a aussi les troubles, pour les troubles sensoriels, les troubles visuels non apparents. Et puis, il y a même certaines douleurs persistantes qui sont considérés comme des handicaps invisibles, comme la lombalgie, mounaka souffert mais pas obligé de vrai rien, et les migraines sévères. Donc ces situations ont un impact concret, quotidien sur la vie professionnelle. D'accord. Et quelles sont les difficultés spécifiques que ces personnes ont en fait au quotidien? Alors, déjà, ces personnes sont confrontées à des difficultés, par exemple le doute. Ils font face au doute, à la minimisation de leur situation, ou encore à une révélation difficile, c'est-à-dire que forcément, face à des comportements, face à des réactions ou des incompréhensions, il y a la peur du jugement, il y a la peur de la discrimination, et du coup, ils ont du mal à dire qu'ils ont un besoin en rapport avec leur pathologie et tout. Et le doute, pourquoi j'ai parlé de doute, c'est que, on peut comprendre à la base. Quand on ne voit pas, on a tendance à douter, à se méfier, mais ça sous-entend, je parlais de comportement, que justement, la personne se dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que la personne n'est pas en train d'exagérer? Et donc la personne n'est pas reconnue en fait dans sa maladie, c'est ça? N'est pas perçue en tout cas. C'est-à-dire qu'avant la partie reconnaître, il y a comprendre, et il y a voir déjà, ou ne pas voir, il y a comprendre, et puis il y a accepter et faire confiance. Alors, et donc, comment on peut agir justement pour mieux intégrer ces personnes et mieux comprendre déjà Alors, selon moi, et c'est pour ça que la chronique s'appelle Management du handicap, dans le milieu professionnel, le rôle du manager, du management de façon plus générale, est essentiel. Et selon moi toujours, ce rôle-là est basé sur trois grands principes. Créer un climat de confiance, adapter sans stigmatiser, important, se former et s'entourer. Alors, créer un climat de confiance, le salarié ne va pas émettre ses besoins au manager s'il voit que le manager n'est pas prêt à écouter, n'est pas prêt à tenir compte et n'a pas confiance quelque part aussi. C'est une question culturelle aussi. Et la première étape, c'est donc de montrer qu'on est à l'écoute, que le dialogue est ouvert et que si on accueille les besoins de façon impartiale et comme tout autre besoin. Neutralité. Adapter sans stigmatiser, j'entends par là. Adapter, c'est assouplir les horaires, prévoir des temps de récupération, adapter la charge de travail, favoriser le télétravail et mettre en place aussi des outils numériques spécifiques. Alors, souvent, et c'est important, ces ajustements-là profitent à toute l'équipe. En tout cas, il faut faire en sorte que ça profite à toute l'équipe, qu'il n'y ait pas de déséquilibre, qu'il n'y ait pas de personnes qui se sentent lésées non plus dans tous ces aménagements-là. Et ça crée une atmosphère positive dans l'équipe et se former. Alors, il faut savoir que les managers ont la possibilité d'être formés à la culture du handicap. Il y a plusieurs organismes. Et oui, il y a des formations qui existent, des ateliers qui sont proposés, la RACT, le FIPHFP pour le secteur public et la GFI pour le secteur privé. Il y a le Cap Emploi surtout qui met à disposition
de spécialistes, d'experts, en fait, à partir du moment où le manager, enfin l'encadrant, se retrouve face à une limite, dans une limite face à un besoin qui est exprimé, il a la possibilité de consulter Cap Emploi et d'expliquer. Il y a des ressources pour ça, voilà. De ne pas se sentir démuni, en difficulté, il y a de quoi. Et voilà, on peut solliciter différents experts, spécialistes de différents handicaps, justement. Donc, c'est à la fois être à l'écoute de la personne en situation de handicap et aussi pour le manager de trouver des solutions qui permettent d'avoir un travail du coup qui sera adapté et à la fois pour l'entreprise et pour le salarié. C'est ça. Et ça revient à changer de regard. C'est le cas de le dire. Changer de regard, on ne voit pas effectivement de quoi il s'agit. On ne sait pas de quoi il s'agit parce qu'une parenthèse, le travailleur en situation de handicap n'a pas, obligation de signaler son handicap, mais dans la mesure où c'est préférable pour des raisons pratiques, à partir du moment où il a tout intérêt de le faire. Maintenant, il n'a pas l'obligation de préciser sa pathologie, sauf au médecin du travail, qui, lui, effectivement, aura des détails qu'il garde, des informations confidentielles, pour pouvoir préconiser des aménagements. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça renforce parfois le doute parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il a? Mais il n'est pas obligé de le dire. C'est pas l'essentiel. Voilà, c'est pas l'essentiel. Et donc, voilà, c'est ça. C'est passer du réflexe je crois ce que je vois au réflexe je fais confiance à ce que tu dis. Et volontairement, je répète la question de confiance, parce que je sais que c'est pas facile pour les responsables RH de faire confiance à tous les employés, mais voilà, voilà. En tout cas, c'est permettre l'inclusion et on va dire l'humanité un peu plus. C'est ça. Ça favorise une solidarité, un respect mutuel en fait. Un respect mutuel. Oui. Merci Sadie. Alors la semaine prochaine, on va parler de quoi? Alors la semaine prochaine, justement, on parlera de handicap comme atout pour l'entreprise, donc une chance même pour l'entreprise. Donc je vous prépare quelque chose d'intéressant. Merci beaucoup. On va aller directement voir Jolo, l'Égypte. Comment va l'Égypte? Oui, la Guadeloupe. La Guadeloupe. La Guadeloupe par l'Égypte. Oui. Pourquoi? Parce que il y a un sage et érudit du continent qui l'a dit: quand la tradition orale est véridique, les preuves de ce qu'elle atteste se trouvent à notre point de départ. C'est pourquoi j'invite la jeunesse à s'intéresser à une recherche beaucoup plus rigoureuse et scientifique sur notre langue. On trouve le point de départ et ça permet d'expliquer non seulement la structure de la langue, les évolutions, c'est-à-dire ce qu'elle a été, ce qu'elle est, ce qu'elle sera, mais ça permet aussi de comprendre le modèle culturel, pourquoi le mari-tête, pourquoi les robes à corps, pourquoi les bijoux qu'on a, pourquoi les plats qu'on a. C'est ça l'objectif, c'est quand on a été chercher le point de départ, comment comprendre pourquoi ça a été mis en place, pourquoi ça a évolué, et ce qui nous en reste, et qu'est-ce qu'on peut en faire de positif. Voilà. Okay, très bien. Alors, générique. Générique. Alors, avant de démarrer la vidéo, le point du jour, c'est concernant la langue. J'invite tous les jeunes à s'intéresser à une méthode de recherche qui s'appelle la méthode comparative historique, parce que c'est la seule qui permet de déterminer l'origine réelle d'une langue. Et vous allez voir tout ce que ça nous permet de faire et de comprendre un peu, notamment les différentes formes que prend notre langue. Voilà. Mais avant, un petit rappel, on y va. Alors, différence ou bien faux différence en langue Wichikam? Quand je dis Wichikam, c'est régénérer l'énergie vitale qui nous vient du continent. Donc, il faut voir comment on parle. J'en ai qu'à parler. Et donc, on peut mettre
plusieurs formes en avant. Par exemple, en Guadeloupe, on va dire Kazan moins, Martinique, Caille moins, Haïti, la Caille moins, Guyane, Mocaz et Mont-Lacaz à La Réunion. Et puis, on peut se poser une question et se demander est-ce que ce sont des langues différentes? Pourquoi quand on s'exprime, ben on a l'impression qu'il y a une différence. Est-ce que c'est vraiment 5 langues différentes? Eh bien, on s'aperçoit aussi que chaque phénomène a son histoire. Toute mutation qui intervient dans une langue est liée à un phénomène, un fait historique. Donc, comment expliquer cela? Eh bien, la théorie actuelle qui est donnée sur la langue, sur notre langue, ne nous aide pas. Parce qu'elle s'appuie sur une méthode qui n'est pas qualifiée pour connaître l'origine de notre langue. Et c'est pour ça que, ne sachant pas quoi faire, et la dernière fois on a parlé de la dialectique entre le temps long et le temps court, si on s'appuie sur un temps court, eh bien on va prétendre que notre langue vient du français parce qu'on ne sait pas trop comment expliquer les choses. Et on va chercher toutes nos solutions dans le vieux français, alors que c'est 2 modèles différents, c'est 2 visions du monde différentes. Et dans cela, on n'interroge jamais l'Afrique. Or, le coffre au trésor de la langue, celui qui a tous les éléments, c'est l'Afrique. Et donc, on ne peut expliquer aucun phénomène de façon raisonnable et scientifique si on ne se donne pas les bons outils. Donc, on peut dire que toutes les thèses se rapportant à l'origine de la langue que certains appellent créole, on ne devrait pas l'appeler comme ça, et vous comprendrez pourquoi un jour, et qui reposent sur la linguistique synchronique, ne sont en rien fondées. Et pourtant, la majeure partie des créolistes ont étudié à l'université la linguistique synchronique. Et donc, je vais vous montrer pourquoi la linguistique comparative, c'est l'unique voie de salut. Parce que cette méthode-là, elle repose sur un principe mathématique qui est la transitivité. Si A égale B, si B égale C, alors A égale C. Mais elle reconnaît qu'une langue a des ancêtres. Donc, par exemple, si on prend le cas de 2 langues, langue B, si elle a vraiment une parenté génétique avec la langue C, obligatoirement, ça veut dire qu'elles ont un ancêtre commun, un ancêtre prédialectal. Elles viennent d'une langue très, très ancienne. Et si, par exemple, on prend le français, l'espagnol et le latin, vous allez voir que les mots du latin ont évolué, muté et se sont retrouvés dans les 2 langues. Mais attention, l'espagnol ne dit pas pareil que le français et tous les 2 ne disent pas pareil que leur ancêtre latin. Mais ce qu'on remarque, et vous allez le voir tout à l'heure parce que ça va apparaître en rouge, c'est qu'il y a comme une équation. Regardez, chaque fois que le latin a un terme qui commence par un S, eh bien, systématiquement, ce S devient un E pour le français et pour l'espagnol, ES. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut comprendre ce qui s'est passé. D'abord, il y a eu le latin, ensuite l'espagnol, et ensuite encore un autre stade qui a amené le français, parce que le ES a muté en E. Eh bien, ce type d'équations sont monnaie courante dans notre langue, mais c'est avec les langues africaines qu'on arrive à les reconstituer. Donc, c'est ça qui nous permet de dire que notre langue ne dérive pas du français, parce qu'aucun linguiste n'est jamais parvenu à mettre cet ancêtre commun au français et à notre langue en évidence. L'ancêtre du français est connu, on l'a vu tout à l'heure, c'est le latin. Donc, on aurait pu comparer notre langue avec le latin et essayer de reconstituer l'ancêtre commun à notre langue et au latin. Ça n'existe pas. Et puis, le latin, c'est une langue qui décline et notre langue ne décline pas. Le latin dira osa, osa, osam, osae, osis, osis et tout ça. Et nous, c'est en manger, ou manger, y manger, nous manger. Vous voyez, ça ne décline pas. Donc, la solution, elle est ailleurs. Eh bien, sur ces principes-là, on peut, et c'est pourquoi je dis que les jeunes doivent s'intéresser vraiment à cette question, parce qu'elle est fondamentale. Il y a d'énormes chantiers qui sont encore en jachère. Bon, à travers l'ouvrage que je viens d'écrire, ce n'est qu'une infime partie, d'accord? Et c'est pour ça que je dis que la thèse que je développe, elle repose sur la méthode comparative.
Et si on compare notre langue avec les langues subsahariennes, comme le Kikongo, le Lingala ou bien le Wolof, eh bien, on s'aperçoit que toutes ces langues ont un ancêtre commun qui est l'égyptien pharaonique. Donc, ce n'est pas une invention, c'est les conclusions auxquelles on doit se soumettre. Et donc, c'est cette thèse-là qui s'appuie sur la méthode que j'ai citée qui donne la solution. Donc, on va parler du génitif égyptien. Le génitif sert à exprimer le rapport de dépendance ou d'appartenance d'un substantif vis-à-vis d'un autre. Et en égyptien, on a le génitif direct, c'est-à-dire qu'on prend deux termes et on les accole. Donc, on prend un nom commun et on met un pronom. Et par exemple, ici, vous avez maison, moi. Eh bien, pour nous, c'est facile de comprendre que c'est la forme utilisée en Martinique, par exemple. C'est le génitif direct parce que si on remplace les termes, on va voir que ça correspond à caille-moins ou en Martinique ou la caille-moins en Haïti. Mais il y a aussi un phénomène de métaposition, c'est-à-dire que parfois les phonèmes ont tendance à s'inverser. Mais c'est un signe aussi de parenté génétique. C'est ce qui explique qu'en Guyane, on peut dire Mocase ou à La Réunion, Montlacase. Voyez, donc tout s'explique. Il y a pas de distraction simple. Voyez, donc aide-nous dans l'affaire. Pourquoi nous, on ne s'aligne pas sur ce génitif direct? Eh bien, parce qu'en égyptien ancien, il y a deux types de génitifs. Il y a le génitif direct et il y a le génitif indirect. Qu'est-ce qui sépare la Guadeloupe de la Martinique? C'est l'eau. Mais comment les Égyptiens traduisent l'eau? Eh bien, ils dessinent une onde et cette onde-là devient une préposition qui sert à dire à, avec, pour. Eh bien, vous allez voir tout à l'heure la conséquence de l'incidence de cette préposition. Bon, on va laisser un peu le fichier avancer. On a un petit retard là-dessus. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, cette onde s'intercale entre le premier symbole qui figure la maison, la cour, et ensuite le personnage qui est à la fin et qui symbolise le pronom personnel de la première personne du singulier. Et donc, ça devient case en moins. Et en fait, est-ce qu'on a une différence? Non. On procède tous de la même grammaire, mais c'est une grammaire qui a ses nuances entre le génitif direct et le génitif indirect. Et c'est cette même préposition qui sert à manifester aussi la possession. Quand je dis en nid, on livre, eh bien, il s'agit de ça. Donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui a été inventé l'autre jour. Ça existe depuis des milliers d'années. Et donc, c'est quelque chose qui nous permet après de mieux comprendre notre langue, comprendre aussi comment s'expriment ceux qui habitent même la Caraïbe anglophone ou la Louisiane. Toutes les nuances de la langue sont comportées dans une même grammaire à l'origine. Et donc, voilà ce que nous voulions vous dire. Donc, toutes les formes de génitif Wichikam dérivent du génitif égyptien et des mutations tardives qui sont apparues. Voilà, c'est ma conclusion. Merci pour cette chronique qui nous invite à découvrir notre langue sous une autre lumière. Donc, merci pour ça. On va faire notre deuxième pause publicitaire. On revient tout à l'heure avec José. Il sera question d'aliture et on recevra aussi Marie-Céline André. À tout de suite.